Un type est abandonné sur une planète où il fait moins 60 degrés en moyenne, où l'atmosphère est à 95% du CO2, où la pression est si basse que ton sang se met à bouillir, et où le sol est littéralement toxique. Sa solution? Faire pousser des patates dans sa propre merde. Et le pire, c'est que scientifiquement, c'est plutôt crédible. Mais voilà la vraie leçon de Seul sur Mars. Celle que le film te montre sans jamais la formuler. Sur Mars, survivre n'est jamais résoudre un problème, c'est le remplacer par 3 autres. Aujourd'hui, on va suivre cette cascade, problème par problème, de la tempête d'ouverture jusqu'au dernier jour. Et on va voir que la biologie de Mars, c'est bien plus brutal que ce que le film ose te montrer. Bon, déjà, parlons du film en lui-même. À la base, c'est un livre d'Andy Weir, le même auteur que Projet Dernière Chance. Donc un mec qui aime l'espace et qui aime la science, en gros. C'est son premier livre populaire, et avant d'être publié, c'était un blog très apprécié, au point qu'Hollywood a proposé d'en faire une adaptation avant même que le livre ne sorte réellement. Ridley Scott est aux manettes du film, le même mec qui a fait Gladiator, Alien ou Blade Runner, donc c'est un mec qui est quand même plutôt solide, même s'il a pas fait grand chose de bien à part Seul sur Mars dans les 20 dernières années. Le film il sort en 2015 avec Matt Damon dans le rôle principal. Le film s'ouvre sur une tempête cataclysmique. Des vents à plus de 150 km/h, des débris qui volent, une antenne qui empale Mark Watney, le personnage de Matt Damon, qui est laissé pour mort pendant que l'équipage évacue en urgence. C'est spectaculaire, c'est dramatique, et c'est complètement faux. C'est le plus gros mensonge du film, et l'auteur lui-même l'a reconnu. Mais c'est aussi un mensonge fondateur parce que tout ce qui suit, quasiment tout en fait, est d'une rigueur scientifique presque obsessionnelle. Pourquoi la tempête elle est impossible? Eh bien parce que Mars a une atmosphère dont la pression ne représente que 0,6% de celle de la Terre, soit environ 600 pascal. C'est l'équivalent de l'atmosphère terrestre à 35 km d'altitude. En gros, ça veut dire que c'est quasiment du vide. Un avion à cette altitude, il pourrait pas voler, car il n'y a pas assez d'air pour le soutenir. La force qui est exercée par le vent sur Terre, et sur Mars c'est la même chose, ça dépend de la densité de l'air multipliée par le carré de sa vitesse. Sur Mars, la densité atmosphérique elle est environ 60 fois inférieure à celle de la Terre, donc même un vent de 150 km/h, il exercerait qu'une pression d'environ 20 pascal, soit à peu près l'équivalent d'une brise de 18 km/h sur Terre. À peine de quoi faire frissonner un drapeau. T'as plus de chances d'être renversé par un éternuement de chihuahua. Pour qu'un vent martien puisse déplacer un objet de la masse de Matt Damon, il faudrait des vitesses de l'ordre de 800 à 1000 km/h. Des vitesses qui n'existent tout simplement pas sur Mars. Mais les tempêtes de poussière martiennes, elles sont bien réelles et elles posent de vrais problèmes. Juste pas ceux que le film montre. Elles peuvent couvrir la planète entière pendant des mois. En 2018, il y a une tempête globale qui a plongé Mars dans l'obscurité et a finalement tué le rover Opportunity en privant ses panneaux solaires de lumière pendant tellement longtemps que ses batteries se sont totalement vidées et ses composants électroniques ils ont gelé. La menace martienne, c'est donc pas la violence mécanique du vent, mais c'est plutôt l'obscurité qu'il transporte. Pour une mission qui est dépendante de l'énergie solaire, comme celle de Mark Watney, c'est un arrêt de mort. Et c'est la première illustration du fil rouge du film. Seul sur Mars, ça te montre des problèmes spectaculaires mais faux, pour mieux cacher un problème discret mais réel. Sur Mars, le danger vient vraiment de là où tu l'attends. Mais avant de parler de ce que Mark Watney fait pour survivre, il faut comprendre ce contre quoi il se bat. Parce que Mars, c'est pas juste un désert froid, c'est un environnement qui est activement hostile à toute forme de vie terrestre. Et cette hostilité, elle se manifeste sur 3 fronts simultanément. Le sol, l'air et le rayonnement cosmique. Chacun de ces fronts, si tu les prends isolément, déjà ça suffit à tuer un humain. Mais ensemble, ça forme un système où chaque tentative de solution, ça ouvre une nouvelle faille. On va commencer par le sol, le régolithe martien. Il a été analysé par les sondes Phoenix en 2008 et par Curiosity en 2012. C'est de la roche pulvérisée par des milliards d'années d'érosion, dépourvue de matière organique, de micro-organismes et d'azote disponible. Ça contient du magnésium, du sodium, du potassium, du chlore, et un pH qui est légèrement alcalin, autour de 8,3. Sur le papier, il y a certains nutriments minéraux qui sont là, mais il manque l'essentiel pour nous, l'azote. L'azote, c'est indispensable à la synthèse des protéines et des acides nucléiques. Sans azote, il n'y a pas de croissance végétale. Pas du tout, point. Et il y a pire que ça, les perchlorates. La sonde Phoenix, elle a détecté du perchlorate de calcium et de magnésium à des concentrations de 0,4 à 0,6% de la masse. Et les mesures orbitales suggèrent une distribution globale autour de 0,5 à 1%. Les perchlorates, c'est des oxydants puissants. Chez l'humain, ça perturbe la fonction thyroïdienne en bloquant l'absorption de l'iode, ce qui dérégule à peu près tout le métabolisme, la thermorégulation et le développement cérébral. Chez les plantes, les perchlorates ils interfèrent avec le transport d'électrons dans les chloroplastes, en gros ce qui bloque la photosynthèse. À 0,5% de concentration, c'est suffisant pour rendre un sol hostile à toute culture. Et le film il mentionne jamais vraiment ce problème. C'est comme si Mark Watney il cultivait ses patates dans un sol imbibé de dégraissants industriels en s'y flottant. Le régolithe martien, donc le sable que tu vois sur Mars, c'est aussi constitué de particules qui sont ultra fines, en moyenne 3 micromètres de diamètre. C'est assez petit pour pouvoir pénétrer profondément dans tes alvéoles pulmonaires. Ça c'est vraiment pas bien. Cette poussière, elle contient environ 45% de silice. C'est le même composé qui est responsable de la silicose, c'est une maladie qui est très courante chez les mineurs sur Terre. C'est une maladie pulmonaire qui est totalement irréversible, où le tissu cicatriciel remplace progressivement le tissu fonctionnel.
Donc en gros, leurs poumons ne fonctionnent juste plus. La silicose, c'est classé comme carcinogène de classe 1 par l'OMS. Donc en plus de ça cause des cancers. Mais la poussière martienne, elle est surtout pire que la poussière terrestre pour une raison. Elle n'a jamais été exposée à l'eau liquide depuis des milliards d'années. Donc ces arêtes, elles sont vives, tranchantes, à l'échelle microscopique, plus abrasives que la poussière terrestre qui, elle, est érodée par l'eau. Et enfin, en plus de tout ça, la poussière sur Mars, elle est électrostatique. Elle colle à tout. Les combinaisons, les joints d'étanchéité, les outils. La mission Apollo, donc sur la Lune, avait déjà montré que la poussière lunaire, elle pouvait s'infiltrer partout malgré les précautions. Et les astronautes, ils avaient rapporté des irritations respiratoires et oculaires. Et oui, on est vraiment allé sur la Lune. Désolé les complotistes. Harrison Schmitt, le géologue d'Apollo 17, a développé une réaction allergique à la poussière lunaire après seulement 3 jours sur la Lune, avec congestion nasale, irritation des voies aériennes, et ça c'était sur la Lune donc, où les sorties extravéhiculaires ne durent que quelques heures. Sur Mars, avec des sorties quotidiennes pendant des mois, le risque de contamination il est énorme. Chaque fois que Watney y rentre de ses sorties, il ramène potentiellement un aérosol toxique dans son espace de vie. Un filtre à air un peu défaillant ou une combinaison mal décontaminée, et ça peut être le début d'une silicose martienne. Et c'est probablement l'un des dangers les plus sous-estimés d'une mission sur Mars, et ça le film l'ignore totalement. Donc tant qu'on continue sur les problèmes de la planète, Mars, elle n'a pas de champ magnétique global. Elle l'a perdu il y a environ 4 milliards d'années, quand son noyau métallique a cessé de générer une dynamo interne. Et c'est exactement cette perte-là qui a conduit à la disparition progressive de l'atmosphère martienne. Sans magnétosphère, le vent solaire a lentement arraché les couches gazeuses de la planète, la transformant du monde qui était potentiellement habitable qu'elle était, en un désert ultra sec, sous une couche de gaz qui est tellement fine qu'en fait elle protège de quasiment rien. Sur Terre, nous on a bien une magnétosphère, qui dévie la grande majorité des particules cosmiques. Sur Mars, ces particules cosmiques, elles arrivent directement à la surface. Et il y a 2 types de radiations qui frappent Mars. On a les rayons cosmiques galactiques, des particules de haute énergie, qui viennent de l'extérieur du système solaire, surtout des protons et des noyaux lourds accélérés par les supernovas. Ils sont constants, très difficiles à bloquer, et ils peuvent traverser la plupart des matériaux de blindage. Et il y a aussi les particules énergétiques solaires, qui sont émises lors des éruptions à la surface du Soleil. C'est plus sporadique, c'est moins fréquent, mais c'est potentiellement dévastateur. En quelques heures, un événement solaire majeur, donc une énorme éruption solaire, peut délivrer une dose équivalente à plusieurs mois d'exposition normale. Sur Mars, sans bouclier magnétique, il n'y a aucun avertissement naturel. Donc imagine, t'es en sortie, t'es en train de réparer un panneau solaire, et là il y a une éruption massive qui frappe sans prévenir. T'as pas de magnétosphère pour te protéger, pas de sirène d'alerte, juste un flux de particules qui traverse ta combinaison comme si elle n'existait pas. Pour mieux comprendre dans le détail comment fonctionnent les radiations, je vous renvoie sur la vidéo de Fallout ou celle de Godzilla, il y a beaucoup plus de détails. Le rover Curiosity qui est sur Mars a mesuré une dose équivalente d'environ 0,64 mSv par jour à la surface de Mars. Pour comparaison, sur Terre, on reçoit environ 0,01 mSv par jour. Donc pendant ces 550 jours sur Mars, Mark Watney il accumulerait environ 350 mSv, soit l'équivalent d'environ 35 scanners thoraciques. Et ça peut augmenter significativement le risque de cancer à long terme, et aussi exposer à des dommages au système nerveux central. Il y a des études sur des modèles animaux qui montrent que les rayons cosmiques galactiques, notamment les noyaux lourds comme le fer 56, peuvent endommager les synapses et réduire les performances cognitives. Et ça c'est un comble pour un mec dont la survie dépend entièrement de sa capacité à réfléchir. Et le film ne montre vraiment jamais Mark Watney se soucier des radiations. En réalité, il devrait dormir sous des sacs de régolithes, empilés comme un bouclier, un régolithe dont la silice et les oxydes de fer peuvent absorber une partie du rayonnement cosmique. Son habitat il devrait être partiellement enterré. Il y a certaines architectures qui sont proposées par la NASA pour des habitats martiens, qui envisagent justement des structures semi-enterrées, recouvertes de 2 à 3 mètres de régolithes, ce qui diviserait la dose par un facteur 5 à 10. Mais voilà, ça casse un peu l'esthétique de l'habitat et c'est moins joli pour le film de Ridley Scott. Donc voilà, maintenant qu'on connaît l'environnement, on comprend mieux l'ampleur du défi de Mark Watney. Il s'agit pas juste de faire pousser des patates, c'est une chaîne d'obstacles où chaque maillon résolu révèle le suivant. Patates, sol, perchlorate, eau, excréments, insuffisance nutritionnelle, chaque étape est un problème, et chaque solution est un compromis. C'est le manifeste du film en miniature. Le choix de la pomme de terre dans le film, c'est assez brillant. C'est la culture de la survie par excellence. Une pomme de terre assez moyenne de 150 grammes fournit environ 110 kcal, 2,5 g de protéines contenant tous les acides aminés essentiels, 27 mg de vitamine C, soit 45% des apports journaliers recommandés, et 620 mg de potassium, donc plus qu'une banane. Historiquement, il y a des populations entières qui ont survécu grâce aux patates. En Irlande, par exemple, au XVIIIe siècle, la pomme de terre, c'est la base alimentaire de millions de personnes. En France, chez nous, c'est Antoine-Augustin Parmentier qui a convaincu Louis XVI de promouvoir la patate, après l'avoir découverte en captivité pendant qu'il était en Prusse. Avant Parmentier, les Français considéraient ça comme un aliment pour les cochons. Parmentier il a organisé des banquets royaux entièrement à base de pommes de terre, et a fait garder ses champs de patates par des soldats pendant les journées, pour que les gens les volent la nuit en se disant que ça devait être précieux. C'est du marketing de génie. Donc premier maillon, la patate, c'est un bon choix,
Problème résolu. Deuxième maillon, le sol. On l'a vu, le régolithe c'est stérile. Il n'y a pas d'azote, c'est hostile, et Mark Watney il est au courant, c'est un botaniste. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il utilise ses propres excréments comme amendement. L'idée c'est biologiquement sensé. Les déjections humaines contiennent 1 à 3% d'azote, du phosphore, du potassium et de la matière organique riche en carbone. C'est un engrais excellent à condition de le traiter. Parce que des crottes fraîches, c'est aussi un bouillon de culture pour toutes les bactéries possibles et imaginables, notamment E. coli, Salmonella, et aussi les œufs de vers parasites, notamment les helminthes qui peuvent survivre des mois dans le sol et contaminer les cultures. L'agriculture au fumier humain, ça a une longue histoire, notamment en Asie, ils appellent ça le night soil, et c'est directement lié à des épidémies massives d'ascariase. Pour être sûr, il faudrait un compostage thermophile, c'est-à-dire maintenir les crottes à plus de 50 degrés pendant plusieurs semaines, ou les stocker 18 à 24 mois. Mais Matt Damon, il n'a pas le temps, il n'a pas l'infrastructure pour ça. Il plante directement dans ses crottes fraîches. Le troisième maillon, c'est les perchlorates. On l'a vu, ils sont partout dans le régolithe. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont solubles. En théorie, on peut les lessiver à grande eau, les rincer du sol avant de planter les patates. C'est faisable, mais ça demande des volumes d'eau énormes, un système de drainage, et surtout de l'eau qu'on n'a pas en quantité illimitée sur Mars. Le film, il escamote entièrement ce problème. En réalité, le Centre international de la pomme de terre au Pérou, oui c'est un vrai truc, en collaboration avec la NASA, a réussi à cultiver des variétés tolérantes au sel dans un sol hyper aride du désert, dont la composition se rapproche du régolithe martien. Le résultat, c'est que ça pousse, mais avec de l'eau enrichie en nutriments, du compost vert, de la vermiculite pour l'aération. Le régolithe seul plus ses excréments, a priori, ça suffirait pas. Donc pour éliminer les perchlorates, il faut plus d'eau. Et parlons-en de l'eau justement. Ça c'est le quatrième maillon. Pour irriguer ces cultures, Watney il décompose l'hydrazine, le N2H4. C'est le carburant des propulseurs de son module de descente. Au contact d'un catalyseur d'iridium, cette hydrazine se décompose en azote et en hydrogène gazeux. Ensuite Watney il récupère l'hydrogène et il le brûle en présence d'oxygène. 2H2 plus O2, ça donne 2H2O. La chimie elle est impeccable. Le problème, c'est que cette réaction est exothermique et potentiellement explosive. Un mélange d'hydrogène et d'oxygène, c'est littéralement le carburant de la navette spatiale. Dans le film, Matt Damon il manque d'ailleurs de se tuer en provoquant une mini-déflagration dans son habitat. Il résout le problème de l'eau et ça lui explose littéralement à la figure. Ce que le film par contre ne montre pas, c'est que Mars possède déjà de l'eau sous forme de glace. On sait maintenant que Mars possède des calottes polaires qui contiennent des millions de kilomètres cubes de glace d'eau. La sonde Phoenix a gratté la surface de quelques centimètres de profondeur et a découvert de la glace pure directement sous le régolithe. Donc ça on n'en parle pas dans le film, mais il aurait été potentiellement possible de creuser un puits pour l'irrigation. Enfin le cinquième maillon, l'insuffisance nutritionnelle. Parce que même si tout marche, que le mec il arrive à faire pousser ses patates, le sol tient, l'eau coule, la question calorique reste brutale. On l'a dit, avec une densité énergétique d'environ 110 kcal pour 150 g de pommes de terre crues, Mark Watney devrait en consommer 5 à 6 kg par jour s'il veut couvrir ses besoins de 2000 à 2500 kcal. Et même si ça c'est faisable en volume, ça laisse un déficit majeur en graisse et en vitamines A et D notamment, impossible à obtenir à partir de pommes de terre seules. Et la vitamine D c'est particulièrement critique. Sur Terre on la synthétise grâce aux UV sur la peau. Mais sur Mars, Matt Damon il vit dans un habitat filtré et il passe ses sorties dans une combinaison étanche. Zéro exposition cutanée. Sans supplément, il développerait une carence en quelques mois, aggravant encore la perte osseuse liée à la faible gravité. Donc au final, même si l'agriculture tient, c'est le corps de Mark Watney qui commence à lâcher. Et Mark Watney, il a un autre ennemi silencieux, que le film ne montre quasiment pas. La gravité martienne. La gravité martienne, elle est de 0,38 G, soit un peu plus du tiers de la gravité terrestre. Tout ça, ça a l'air fun, tu sautes plus haut, tu portes plus lourd, sauf que ton corps, lui, il n'est pas programmé pour ça. Sur la Station Spatiale Internationale, où la gravité est quasi nulle, les astronautes perdent entre 1 et 1,5% de densité osseuse par mois dans les os porteurs. Le col du fémur, les vertèbres lombaires, le bassin. Après 6 mois, certains astronautes atteignent des niveaux proches de l'ostéoporose. La raison est toute simple, sans contrainte mécanique, les ostéoclastes, donc les cellules qui dégradent l'os, elles continuent leur travail, mais les ostéoblastes, ceux qui le reconstruisent, ralentissent. Donc l'os se résorbe plus vite qu'il ne se reforme. C'est comme un bâtiment dont l'équipe de démolition travaille à plein régime pendant que les maçons sont en grève. Est-ce que 0,38 G suffit à empêcher ça ? Ça on sait pas trop. C'est un des grands trous dans notre connaissance de la biologie spatiale. On n'a jamais exposé d'humains à une gravité partielle prolongée. Les estimations suggèrent que le seuil pour maintenir l'homéostasie osseuse se situerait au-dessus de 0,4 G. Si c'est vrai, Mars est juste en dessous. Et le retour sur Terre, ça ne règle pas tout. Les études sur les astronautes de l'ISS montrent qu'après 6 mois en orbite, la récupération osseuse prend au minimum 1 an sur Terre. Et certaines zones, notamment le tibia distal, ne récupèrent jamais complètement. Mark Watney, au bout de 550 jours sur Mars, il aurait potentiellement perdu assez de masse osseuse pour risquer des fractures spontanées au moindre faux mouvement, surtout au moment du retour en gravité terrestre. Survivre à Mars pour se casser le col du fémur en descendant les escaliers chez toi,
quand même un peu triste. Et ça, c'est le même combat pour les muscles. En microgravité, les muscles antigravitaires, donc les mollets, les quadriceps, ils fondent à un rythme de 0,5 à 1% par jour dans les premières semaines. Sur l'ISS, les astronautes, ils font du sport 2 à 3 heures par jour sur des appareils spécialisés comme l'ARED, l'Advanced Resistive Exercise Device, et malgré ça, il y a quand même une perte résiduelle qui persiste. Mark Watney, lui, n'a pas de salle de sport, il a juste un sol martien à bêcher. Assez ironiquement, le travail physique du jardinage pourrait peut-être l'aider. Porter des sauts de terre, creuser, soulever, c'est de l'exercice fonctionnel, mais est-ce que c'est suffisant? Probablement pas pour contrer complètement la perte. Son corps se dégrade au même rythme que son jardin pousse. Et il y a un autre problème que le film ignore complètement, le syndrome neuro-oculaire associé au vol spatial. En microgravité, les fluides corporels se redistribuent vers la tête. Cette surpression interne, ça augmente la pression intracrânienne, ça déforme le globe oculaire, ça comprime le nerf optique. Il y a plusieurs astronautes de l'ISS qui ont développé une hypermétropie acquise, donc une vision floue de près, après quelques mois seulement. Sur Mars, à 0,38 G, la redistribution serait moindre qu'en microgravité, mais potentiellement suffisante pour affecter la vision sur le long terme. Un botaniste qui ne voit plus les feuilles de ses plantes, c'est assez gênant, et un ingénieur qui ne peut plus lire les chiffres sur ses instruments, c'est potentiellement mortel. Encore une fois, la solution à un problème, survivre en faible gravité, génère un problème que personne n'avait prévu. Et puis il y a le dernier ennemi, peut-être le plus fourbe de tous, celui que tu ne peux ni calculer, ni bricoler, ni cultiver, c'est l'isolement. 550 jours, tout seul, le point le plus éloigné de tout autre être humain dans l'histoire de l'espèce. Pas seul comme un week-end sans voir personne, là. Seul comme la personne la plus proche et à 225 millions de kilomètres. Et c'est même pas que t'es en vie. L'isolement de Watney, c'est pas juste un inconvénient logistique, c'est vraiment une condition existentielle. Et la neurobiologie de cette solitude, elle est très sombre. Le cerveau humain, c'est un organe qui est fondamentalement social, câblé par des millions d'années d'évolution pour fonctionner en groupe. L'isolement prolongé active les mêmes circuits de stress que la douleur physique. Le cortex singulaire antérieur et l'insula s'allument de la même manière que tu sois seul depuis des mois, ou que tu te sois cogné l'orteil. Le cerveau traite la solitude comme une blessure. Et comme toute blessure chronique, elle finit par modifier la chimie cérébrale. Les niveaux de cortisol augmentent, le système immunitaire s'affaiblit, la régulation émotionnelle se dégrade. Des études sur les hivernants en Antarctique, les équipages les plus proches d'une analogie martienne, montrent qu'après 3 mois d'isolement, les niveaux de BDNF, le Brain Derived Neurotrophic Factor, une protéine essentielle à la plasticité synaptique, chute significativement. Le cerveau commence à se réorganiser pour un mode de survie minimal, moins créatif, moins flexible, plus réactif. L'expérience Mars 500, menée entre 2010 et 2011, a confiné 6 volontaires pendant 520 jours dans un module simulant un voyage aller-retour vers Mars. Les résultats sont éloquents, 4 des 6 participants ont développé des troubles significatifs du sommeil. Les niveaux d'activité ont chuté dramatiquement dans les 3 premiers mois. Un phénomène baptisé syndrome du troisième quart est apparu. Une chute de morale à mi-parcours quand la nouveauté s'est dissipée et que la fin semblait encore loin. Les micro-irritants, par exemple un collègue qui tousse, un bruit répétitif, des habitudes alimentaires différentes, se sont amplifiés au fil des mois jusqu'à devenir des sources de conflits majeurs. Et ça, c'était à 6. Watney, il est seul. Il n'a même pas le luxe d'un collègue à détester. Le programme ICES à Hawaï a confirmé ces résultats avec des équipages confinés sur le volcan Mauna Loa. Monotonie, perte de motivation, déconnexion avec le contrôle de mission, et surtout une érosion cognitive lente. La capacité de prise de décision qui se dégrade, sous l'effet du stress chronique et du manque de stimulation. L'humour de Mark Watney n'est pas juste un trait de caractère, c'est une stratégie de survie. Les études en psychologie de l'isolement montrent que l'humour, le journal intime ou vidéo et l'orientation vers des tâches concrètes et mesurables sont les 3 meilleurs prédicteurs de résilience psychologique en confinement prolongé. Et Mark Watney, il fait les 3. Il parle à sa caméra, il résout des problèmes concrets, et il rigole de la situation. Tout ça, ça sert de soupape émotionnelle. Verbaliser ses émotions, même face à une caméra, ça active les circuits de régulation du cortex préfrontal et ça réduit l'activité de l'amygdale, la zone de la peur. En conclusion, Seul sur Mars est probablement le film de science-fiction le plus scientifiquement honnête des 2 dernières décennies. La chimie de l'hydrazine est impeccable, la botanique est relativement crédible, avec quelques réserves, la psychologie de l'isolement est documentée, mais le film peint Mars comme un désert hostile mais maîtrisable, un terrain de jeu pour un ingénieur malin. La réalité biologique, elle est bien plus brutale. Et surtout, ce que le film ne montre pas, c'est que ces problèmes ne sont pas une liste. C'est vraiment une cascade. Chaque solution déclenche le problème suivant. Tu répares le sol, il te faut de l'eau. Tu fabriques de l'eau, tu risques d'exploser. Tu survis à l'explosion, tes os fondent. Et même si ton corps tient, ta tête commence à lâcher. La vraie leçon de Seul sur Mars, c'est pas que la science peut tout résoudre, c'est que le courage, c'est de continuer à planter des patates dans ta merde, quand chaque solution ouvre 10 nouveaux problèmes, et que la planète entière veut ta peau. Si cette expédition martienne t'a plu, laisse un like, ça aide la vidéo à décoller de la surface de l'algorithme. Abonne-toi pour d'autres épisodes où on décortique la science derrière tes films, tes séries et tes jeux vidéo préférés. Et n'hésite pas à partager la vidéo à ton pote fan d'Elon Musk qui pense qu'un potager et une bonne attitude, ça suffit pour coloniser Mars. Dis-moi en commentaire, tu penses survivre combien de temps sur Mars et quel film ou série tu veux qu'on analyse ensuite. Et à bientôt pour de nouvelles aventures scientifiques
et cinématographique.